Bonjour Alidou Wendaogo. Bonjour, Merci déjà de prendre le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. avec Euh, plaisir. donc aujourd'hui, on va parler de ta situation et de ton vécu en tant que personne sans papier sur le sol belge. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais. Je m'appelle Wandago Alidou et je suis de Burkina Faso. Et ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je suis en Belgique. Je suis arrivé en Belgique en 2016 et j'ai introduit la demande de l'asile qui n'était pas assez, comme on le dit, bien préparé selon mon côté, qui était débouté en 2017 et voilà quoi. D'accord. Et originellement, donc du Burkina Faso. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelles conditions tu es parti et pourquoi? Ouais. Au Burkina, je vivais avec mon oncle parce que mon père était décédé. Parce que moi j'étais trop petit et ma mère est partie. Donc il m'a laissé avec mon oncle. Je vivais avec mon oncle pendant 10 ans parce que j'avais au moins 12 ans quand je suis parti chez lui. Alors, tous les travaux, tout ce qui est c'est comme je suis son esclave, alors j'ai fait tout le travail, mais malgré ça, je ne me sens pas en sécurité parce que il me donne certaines tâches où c'est très compliqué pour moi de le faire, mais je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, quand il arrive, il me frappe, toujours les mêmes discussions, je ne pars pas à l'école, ça on n'en parle plus parce que là, c'est un autre cas. Et c'était devenu tellement insupportable pour moi. Alors, je dis, voilà, c'est bon, je n'ai assez, il faut que je trouve un endroit où je peux me cacher pour l'instant. Ok. Et du coup, tu es parti de chez ton oncle. Ouais. Du coup, je suis quitté chez mon oncle. Je ne suis pas venu directement en Belgique Mhm. parce que je n'avais pas assez de moyens pour arriver jusqu'à là. Donc, j'étais chez mon ami d'enfance qu'on s'est connu, qu'on a grandi ensemble. Et je suis parti chez lui, resté pendant quelques temps pour mieux observer, se préparer, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, parce que je n'ai pas de famille quelque part. Alors, je ne peux pas sortir comme ça. Du coup, ça reste un peu dangereux pour moi. Alors, je suis resté chez lui quelques mois, réfléchi, qu'est-ce que je vais faire. Mais entre-temps, je pars chez mon oncle aujourd'hui, mais je ne dors pas là-bas. Je reviens dormir chez mon ami. Autant de bien observer qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Est-ce qu'en restant là-bas, j'aurai une chance de vivre ou un jour je vais me retrouver par terre mort? Alors j'ai réfléchi à tout ça avec la situation avec mon oncle. Il y avait un moment où je ne me laisse pas faire aussi parce que je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est mon oncle, mais ce n'est pas mon père. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas me donner ordre de le faire. Alors j'ai commencé à me révolter aussi contre lui et ça a dégénéré. Sinon, chez nous, c'est comme un manque de respect. Un enfant qui se révolte contre une grande personne, c'est considéré comme un manque de respect. Mais c'était tellement compliqué pour moi, je ne sais plus quoi faire. Alors, je me suis dit, peut-être quand je commence à me révolter, peut-être il va essayer de mettre pour lui à côté, essayer de m'écouter quand même. Mais non, ça a aggravé la situation. Jusqu'à ça arriver un moment où je ne sais plus, c'est même aller chez mon ami, je ne suis pas en sécurité parce que ça a dégénéré. C'est comme un chasse à l'homme qui s'est produit à ce moment-là parce qu'il m'a vraiment menacé de régler mon cas. Alors là, je suis que voilà, j'ai fait une grande bêtise et je ne sais pas où aller. Alors, c'est dans ce cas que parce que du moment que ça arrive à prendre une machette pour te poursuivre, là c'est autre chose. Donc, c'est à ce moment que j'ai pris une décision de quitter mon pays. Et à ce moment-là, tu as quel âge?
À ce moment, si je ne me trompe pas, moi j'avais 18 ans juste quand je suis quitté au Burkina. À 18 ans, tu quittes ton pays sans personne. Ouais, mais parce que là, j'ai essayé de faire tout, de faire tout ce qu'il me demande, mais c'est pas ça son intention, quoi. Son intention, le problème c'est que moi j'ai grandi et lui il ne fait que veiller. Donc, il y a selon lui, dis-moi que je vais avoir au moins 20 ans ou 21 ans, je suis déjà un homme. Et il y a certaines, ce que je peux dire, ce que mon père a laissé comme l'héritage. Donc, tu vois, quand il fait tous ces trucs, c'est juste à cause de ça. Parce que c'est qu'un jour, quand je vais devenir un grand garçon, je vais récupérer ce que mon père a laissé. Et lui, ça ne l'arrange pas. Alors, c'est ça qui amène tous les problèmes. Mais s'il arrive à faire quelque chose ou en montrant les gens que ici un enfant mal élevé, impoli, je ne respecte pas les gens, bon, il a, comment on appelle, une raison de me faire du mal où personne ne peut se plaindre. Parce que moi, je ne peux pas aller à la police comme ici, je peux courir aller à la police en disant voilà, mon oncle veut me faire ça, il me fait ça. Si je parle à la police te considère comme un enfant qui convoque son oncle, tu es mal élevé. En fait, ce n'est pas considéré chez nous. Alors c'est très difficile d'aller à la police, même si on te donne même, il ne prend même pas le temps de t'écouter. Donc, il n'y a pas d'autre issue. Et du coup, après le Burkina, t'es passé par où alors? Après le Burkina, je suis sorti comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas de direction où aller. J'ai juste envie de quitter hors de mon pays pour aller très loin de mon oncle. Alors quand je suis sorti, j'ai croisé des gens aussi qui voyagent. Alors on s'est croisés, salut, ça va, tu vas où toi? Mais je dis, au début, je mens les gens en disant que voilà, je peux aller voir mon frère, tu vois. Et ils me disent, voilà, ils voyagent, ils vont aller en Libye. J'ai dit, Libye, c'est où ça? Ils m'ont indiqué, voilà, ils m'ont parlé de la Libye. Et il y a d'autres même qui m'ont dit qu'ils ont des cousins, des frères là-bas. Je me dis, ok, ben, moi, je sors aussi, mais je ne sais pas où aller. Mais est-ce que je peux aller avec vous, comme ils ont déjà des frères et des connaissances? On m'a dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on a fait le chemin jusqu'à arriver à Libye. Et le chemin était très dur, parce que de quitter au Burkina pour aller à Libye, en Niger déjà, il y a plein de la police, des barrières de police, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas à contrôler. Tu as 18 ans ou tu n'as pas l'âge, ce qui l'intéresse, d'argent. L'argent seulement qui l'intéresse, il s'en fout de l'Est. Comme ça, on a fait le chemin, on est arrivé à Libye. Et le chemin sur le désert, il y avait un moment où je me suis dit, peut-être pour moi c'est fini ici. Parce que sur le désert, quand tu regardes sur le désert à gauche ou à droite, il n'y a aucun arbre, il n'y a pas à manger, c'est juste de l'eau qu'on boit. On doit faire les 4 jours sur le désert avec une voiture. Je ne sais pas combien de nombre on était, mais quand même on était assez nombreux, très nombreux. Et quand on fait le pause, il n'y a pas un arbre où on peut se casser. On rentre en bas des voitures et on est assez nombreux. Tu mets ta tête dedans et tes pieds restent dehors. Quand tu recules un petit peu, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Et quand il s'agit aussi de remonter, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas trouver place. Et parfois, ça dégénère en haut aussi. Le chauffeur, lui, s'en fout complètement. Si tu n'attrapes pas bien les cordes qui sont là, si tu vas parfois, il y a d'autres qui te poussent un petit peu et tu tombes. Si tu tombes sur le désert, le chauffeur, il ne s'arrête pas. Et c'est impossible de courir pour attraper la voiture encore. Tu vas rester sur le désert, c'est fini pour toi. Tu prends le chemin, tu vois les cadavres qui sont là, les gens qui sont morts sur le désert, juste leurs corps sont devenus un peu... C'est comme quelque chose qui est
que comment on appelle, les fourmis ont grignoté, juste le corps qui est là. Et du coup, après être arrivé, après avoir passé le désert, ça s'est passé comment? Après avoir traversé le désert, quand je suis rentré en Libye, avec les gens que j'étais, ils m'ont emmené, ce sont leurs cousins qui nous ont accueillis. On est resté en Libye une semaine. Bon, on est à la maison une semaine. Et après la deuxième semaine, maintenant, on est sorti, tourner un peu dans les quartiers pour voir comment ça se passe. C'était le deuxième semaine, c'était un peu calme. On se sent un peu comme on est en sécurité. On dit, ouais, tout va bien. Et dis-moi que voilà, on commence maintenant à faire travailler, tu vois. Sortir le matin, aller travailler, revenir le soir. Tu sors, en revenant, l'argent que le patron t'a donné, en revenant, les enfants, ils te prennent ça sur la route. Tu rentres à la maison, mais vite. Quoi, c'est du racket dans la rue Oui, parce qu'il n'y a personne qui dit ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal, c'est pas logique, personne ne le dit. Tu vois, les enfants, ils t'arrêtent comme ça dans la rue, voilà les vieilles personnes qui passent, ils prennent ton téléphone, et ils s'en foutent, ils sont avec des pistolets, des calages, c'est comme ça. Soit tu donnes l'argent, soit on t'abatte là-bas et on part. Ça t'arrivait tous les jours? Ça m'est arrivé à plusieurs fois. En Libye, j'ai que juste un petit téléphone où je mets des 4 SIM, c'est tout. On prend aujourd'hui, demain j'achète une autre. C'est comme ça. Quand j'ai l'argent, quand ils m'arrêtent, je donne l'argent, je donne tout ce que j'ai et je rentre à la maison. Pour moi, de survivre, c'est plus mieux que je sois tué par là-bas avec une balle où personne ne va venir, 10 personnes sauront où je suis mort. Alors pour moi, c'est juste ça. Et j'ai des amis, j'ai un ami qui a fait ça, mais il est mort. 4 jours, personne n'a son nouvelle. On appelle son téléphone, ça passe pas. On ne sait même pas où il est. On est parti à la police pour déclarer en disant on a un ami qui est perdu, on ne sait pas où il est. La police a fait son enquête, rien du tout. Parce que quand on te prend, quand tu résistes, on te met dans la voiture, on t'amène sur le désert. Sur le désert, il n'y a personne là-bas. C'est entre toi et eux maintenant. Ils ont des pistolets, des couteaux. Alors lui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire aussi. Alors, ils sont arrivés là-bas. Selon lui qui a tué notre ami, t'imagines quelqu'un qui tue notre ami, et c'est lui-même qui va venir nous dire à la maison. Et nous, on ne peut rien faire. Rien du tout. Même la police, il ne peut rien faire. Il est venu nous dire en disant, notre ami, il l'a blessé ici, alors lui, il est énervé, alors il a tiré. Il nous a montré sa blessure, ici, sur la main ici. Alors, nous, on l'a demandé, il est où? Il dit, il nous a indiqué qu'il est un peu loin, sur le désert là-bas. Quand tu arrives sur l'endroit, tu ne peux pas respirer. Il est resté là-bas 3 jours sur le soleil. Le ventre s'est gonflé comme ça. La peau, c'est pas beau à voir. La police a pris le corps, l'a mis à la morgue. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. La police non plus. Ça, c'était très, très difficile pour nous. À ce moment-là, moi, j'étais dépassé parce que c'était mon ami. J'étais tellement dépassé à ce niveau-là. Je ne sais plus quoi faire. J'ai resté 2 semaines à la maison. Je ne sors pas. Je ne pars pas au travail. Rien du tout. Parce que pour moi,
c'était trop pour moi. Après ce temps, j'ai réfléchi plusieurs fois. Le problème, pour moi, de retourner chez moi, il y a mon oncle qui est là. Et là où je suis pas en sécurité. Qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas. J'ai réfléchi jusqu'à... Un ami m'a parlé qu'il y a son frère qui a traversé la mer Méditerranée, il est parti en Italie. Moi, je lui ai demandé comment ça s'est fait. Il m'a dit, on te prend avec un gros bateau et on te fait traverser. J'ai dit, il n'y a pas de risque. Il m'a dit, non, il n'y a pas de risque. Alors, je me suis dit, bien. Ok, moi, j'aimerais bien essayer. Je ne peux pas rester ici. Je ne sais pas quel jour pour moi aussi va arriver. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de quitter la Libye. Parce que je ne peux pas, je n'ai marre de sortir le matin, le soir tu reviens, les enfants te lancent des cailloux. Tu vois les petits enfants de 8 ans, de 7 ans, ils te poursuivent comme tu n'es rien, quoi. Et tu es obligé de courir. Et si tu t'arrêtes pour les frapper ou pour crier, tu vois le grand frère qui sort de la maison avec son pistolet. C'était autre chose là-bas. Et la traversée, alors ça s'est passé comment? La traversée, comme je te l'ai dit, c'est arrivé, on dit grand bateau qui va nous faire traverser. Et là aussi, il y a un autre cas. Parce qu'une fois accepté pour aller, une fois qu'on vous amène au bord de l'eau, il n'y a plus je vais me retourner. Il n'y a plus ok, si c'est ça, c'est bon, je me retourne. Non. Soit tu rentres, soit tu meurs. Et c'est comme ça. Quand on est arrivé, moi, ils amènent les petits trucs devant nous, ils commencent à gonfler, ils prennent le moteur, ils mettent dessus, ils mettent des bois dedans, ils mettent des 20 litres d'essence. Moi, j'ai dit à un ami là-bas, si on se met derrière pour fuir, il m'a dit, il ne faut même pas essayer, sinon on te bat ici comme un animal. Il n'y a plus ça. Et ce qui m'a plus découragé, il y avait des femmes qui sont enceintes, des enfants de 2 ans qui sont là et avec leurs maris qui sont prêts pour traverser. Je ne sais, à ce niveau-là, je ne sais plus où je suis exactement, je suis perdu à ce niveau-là. On nous a mis dans le bateau, on était à un nombre de 90 personnes. On est monté. 90 personnes dans un bateau qui ressemblait à... Ouais, comme le Zodiac ou des gens comme ça, tu vois. On vous fait une ligne, les autres sont assis comme ça, les genoux croisés, et les autres sont assis un peu plus haut. C'est comme ça, une ligne par là, une ligne par là, une ligne plus haut, une ligne plus haut, et des petites lignes comme ça où on fait les gens s'asseoir au milieu. Toi, tu t'assois, tu écartes tes jambes, lui il assoit, il écarte ses jambes, lui il assoit, juste comme ça. On vous charge comme du bétail. Comme des bétails, quoi. Et là, ils ont déjà choisi quelqu'un parmi vous, qu'on lui montre comment il faut conduire les Zodiac pendant quelques semaines, hein, pas un mois, quelques semaines, et c'est parti. Si lui, il arrive à conduire mieux, tant mieux pour vous, mais s'il n'arrive pas à maîtriser, il ne va même pas faire 1 heure de temps et c'est fini pour vous. Vous êtes noyé. Alors, moi, je suis monté dans les Zodiac, mais lui qui conduit, je ne peux même plus l'identifier parce que je ne vois pas son visage. Il a un truc comme ça, sa peau, et, tu vois, c'est les yeux seulement tu le vois. On est quitté à 6 heures du matin. Environ 14 heures, on est encore sur l'eau, en train de rouler. Et à ce moment-là, on a eu un problème avec notre Zodiac parce qu'il commence à dégonfler.
Et là, les tensions commencent à monter, les gens commencent à crier, d'autres pleurent, il y a d'autres qui vomissent. Bon. Pour regarder dans l'eau, c'est très dangereux. Mais il y a certains qui le font. Et tu vois, du coup, quelqu'un qui est assis à côté de toi, et à un moment, il tourne pour regarder dans l'eau. Et quelques heures plus tard ou quelques minutes plus tard, tu le vois, il se renverse lui-même. Il n'y a personne qui l'a renversé, il fait comme ça, il tombe dans l'eau. Et tu ne peux pas lui tenir la main, personne ne tient la main parce que quand tu tiens la main, toi aussi tu le suis. Lui qui conduit, il ne s'arrête pas. Il continue seulement. Et du moment que cela est arrivé, il y a des gens qui commencent à se bagarrer, c'est les soldats où j'étais. Je ne sais pas qu'est-ce que lui, il voulait frapper l'autre et sa main, l'autre a dévié, il est parti directement dans l'eau. Il n'a pas de gilet, il n'a rien. Et quand il est tombé, on n'a plus vu sa tête. Et le gars, il ne s'est pas arrêté. À ce moment-là, moi, je suis là comme une personne, comme quelqu'un qui est assis, mais je vois seulement, mais c'est comme tout chez moi et mon corps, tout est mort. Je ne peux même plus. Je suis juste assis comme ça, je regarde. Rien ne va sur moi à ce niveau-là. Jusqu'à 14h, 15h maintenant, tout le monde commence à perdre son sang-froid, ça commence à crier partout. Et heureusement qu'on a vu un grand bateau. Mais ce n'est pas la Croix-Rouge, c'est un bateau. Quand on est monté sur le bateau, c'est là qu'on a su que c'est un bateau d'Allemand parce que les gens qui étaient là-bas, ils parlent allemand. Donc, c'est eux qui nous ont sauvés. Ils ont envoyé un corde comme une échelle. On est monté dessus, on est monté sur le bateau. On est resté jusqu'à 22h avant que le grand bateau qui ramasse des migrants, qui est là-bas en Italie, qui revient, maintenant nous récupérer là-bas à 22h. Maintenant qu'on nous a menés là-bas, quand on est arrivé là-bas, je ne sais pas il y a combien de nombre de personnes qui étaient sur le bateau, mais quand même, ça dépasse plus de 4000 personnes sur le bateau. Le bateau qui ramène les migrants en Italie. Ouais. Il y avait tellement de gens et des femmes qui accouchent même dans les bateaux là-bas. On a fait 3 jours sur ce bateau avant d'arriver en Italie. Quand on est allé à Sicilia, précisément, on est arrivé là-bas maintenant, descend, présentation, le nom, date de naissance, pays. Et après maintenant, on vous met dans une tente où vous pouvez rester, sortir, manger, se promener en attendant qu'on vous disperse dans des différentes villes de l'Italie. C'est comme ça. Et moi, on m'a mené à Milan. Et à Milan, il n'y avait pas, là où j'étais, ce n'était pas un centre. C'était comme une sorte de l'église qui prépare souvent la nourriture, des gens qui sont dehors, qui viennent manger et ressortir. Et il y avait quelques chambres aussi que l'église acceptait de nous loger là-bas. Nous, on logeait là-bas. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. J'ai sorti l'air de manger, descendu, aller manger, sortir dehors, prendre de l'air et remonter. C'est comme, on ne parle pas de procédures, il n'y a pas rien du tout, on ne parle pas de nos cas, non. Je suis allé trouver les gens qui ont fait 6 mois, 7 mois. On n'a même pas fait quelque chose, ils sont juste là, manger, sortir, se promener, revenir, et c'est tout. Alors, la langue italienne, c'est un peu, on ne parle pas à l'école à ce moment-là. On est juste à la maison, on ne parle pas à l'école, rien du tout. À ce moment, j'ai dit, ici, je ne peux pas rester. Je vais aller en France, comme là-bas, on parle français. Et pour aller en France, je suis allé me trouver en Allemagne. Parce que moi, je ne connais pas
quel train il faut prendre pour aller en France. Quand je suis arrivé à la gare, je vais aller en France. Alors, parce qu'en Italie, il y a des gens qui on dirait qu'ils parlent l'italien bien, et c'est eux qui t'achètent les tickets pour te donner, tu vois. Alors, je ne sais pas si les tickets d'Allemagne est moins cher que les tickets de France, tu vois. Donc moi, je lui ai donné l'argent, je ne parle pas italien, je dis je vais aller en France. Donc, il donne l'argent pour acheter le ticket pour moi. Et il m'a mené un ticket, il m'a dit, il faut prendre ce train-là. Oh, moi, je suis rentré dans le train. Et à un moment, on roulait, je ne sais pas, 2 heures. On est arrivé à un endroit où la police est rentrée, ils fouillent partout. Ben, moi, ici, nouveau, moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui courent pour entrer dans la toilette pour s'enfermer. Moi, je ne connais pas toutes ces méthodes ici. Il est venu, et moi, je ne parle pas son langue, pas allemand, anglais, je ne parle pas anglais, moi, je parle français. Je donne le ticket et c'est assis. Il parle autre chose, je dis, je ne comprends pas. Ben, il n'a pas cherché loin, il m'a laissé. Le train a continué. On est arrivé à terminus, tout le monde descend, on descend maintenant. Alors, il y a le contrôle des passeports. Moi, je n'ai pas de passeport, j'ai que le ticket de train. Alors, je suis le fil, passeport, je donne le ticket de train, on dit mets-toi à côté, on m'a mis à côté. On nous a amené dans l'endroit où il y a beaucoup de gens aussi qui sont là-bas. C'est là que je demande à les gens qui sont là-bas, on est où? C'est là qu'on m'a dit, tu es en Allemagne. J'ai dit, mais moi je voulais aller en France. On était en Allemagne. Et c'est comme ça que nous avons aussi pris là-bas, nous transférés dans différents centres aussi. Je suis resté en Allemagne et j'ai fait mon procédure. Les Allemands m'ont donné, comme on appelle, ordre de quitter en disant que ouais, tu dois te retourner en Italie parce que tu as déjà pris ton empreinte là-bas. Alors, j'ai paniqué, j'ai dit ok, je ne peux pas rester. J'ai demandé si je ne pars pas, qu'est-ce qui va m'arriver. On m'a dit ils vont m'attraper, ils vont me mettre dans l'avion, ils vont me rejeter dans mon pays. J'ai dit mais non, je n'ai pas envie de me retourner là-bas. J'ai pris mon sac pour aller en France. Et je suis arrivé en France. J'ai trouvé que là-bas, c'est plus difficile. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis parti pour demander l'asile. On m'a dit il n'y a pas de place. Il faut attendre. Donne ton numéro, s'il y a des places, on va t'appeler. Je dis, j'ai pas d'endroit pour dormir. Il m'a dit, oui, mais ici, non plus aussi. J'ai dit, où je dois aller, où je dois dormir. Il m'a dit, il m'a donné un numéro qui s'appelle 1515, que tu les appelles pour aller dormir. J'ai dit, ok. Ils appellent le numéro, il m'a dit, il n'y a pas de place. Je dors dehors en France. J'avais mon sac où il y a tout dedans. Mon argent, mes habits, mes chaussures, tout dedans. Et quand je pars dormir, le matin, je me lève, il n'y a plus de sac. Alors, j'ai resté avec un seul habit, une seule chaussure que j'ai et un téléphone. Je ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce que je vais faire. Et je suis retourné là où j'ai demandé à l'asile pour lui expliquer ça. Il m'a dit écoute, ce n'est pas mon problème, je ne sais pas t'aider plus que ça. Pour l'instant, ils n'ont pas encore répondu et blablabla. À ce moment, j'ai pris d'argent pour manger. Je ne sais pas où je vais manger, moi. J'attends qu'il fait un peu nuit et je regarde, voilà, s'il y a quelqu'un qui a mangé, qui reste ou quelque chose dans la poubelle et j'enlève pour manger. Je ne me lave pas. Je suis resté là 1 mois. Je ne me lave pas. Même brosser, quand je parle, quand je fais comme ça, je sens ma bouche, tu vois. Et quand tous les jours, je retourne là-bas, tous les jours pour expliquer à la femme ce qu'ils sont en train de faire dehors à ce moment-là. Mais elle m'a dit non, il n'a pas encore répondu. Alors là, je me suis dit, je ne peux plus faire 1 mois plus encore dehors, sinon je risque de tomber malade et ça va être
autre chose. Alors, le téléphone que j'ai ici, je demandais à les gens si est-ce que pour aller en Belgique ou un autre pays, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je sais qu'en Belgique, une partie parle français. Alors, on m'a indiqué l'endroit où je dois aller pour aller voir des petites voitures qui peuvent t'amener ici. Alors, j'ai marché à pied pour aller là-bas. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur un chauffeur camerounais. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai un téléphone. Est-ce qu'il peut prendre ce téléphone à la place de l'argent? Il m'a dit, ce téléphone ne vaut pas la... Ce taxi, même s'il vend le téléphone, il ne peut pas avoir son argent, mais je lui ai dit, c'est tout ce que j'ai. Il m'a dit, ok. Il m'a dit d'attendre, s'il y a d'autres personnes, on peut aller. Et c'est lui qui m'a pris, qui m'a mené jusqu'à ici, et qui m'a même... Normalement, il doit me déposer à Gare de Midi, mais il m'a mené jusqu'à Gare du Nord pour me montrer là où on demande l'asile. Et c'était en 2016, ce moment-là. Quand je suis arrivé, quand il m'a descendu là-bas aussi, il faisait un peu nuit. L'office est déjà fermé. Il faut attendre le lendemain. Il faisait froid, il y avait la pluie. Là aussi, c'était autre chose. Je ne sais pas où aller. Il m'a dit, tu peux aller dans les gares là-bas. Il y a beaucoup de gens là-bas. Je suis parti à la gare du Nord, dans les gares. C'est dedans, je allé m'asseoir, il fait un peu chaud, tranquille. Et à partir des 0 heures, on dit tout le monde dehors. La police nous a mis tous dehors pour fermer la gare. Bah, je suis sorti à ce moment-là, je ne sais pas exactement, je vais me diriger quel côté, parce que je ne sais même pas où j'ai. Je ne vais pas m'éloigner de l'office, parce que si je pars loin, peut-être je ne vais plus le retrouver. Alors, j'ai fait que tourner là-bas, marcher un petit peu, marcher. J'ai trouvé un endroit un petit coin comme ça. Alors, je suis assis là-bas, fait comme ça. C'est là-bas que j'ai dormi. Et le matin à 8 h, 7 h déjà, je suis parti à l'office et il y avait des bénévolats qui amènent des cafés, des trucs à manger, grignoter. Ça, j'ai pris mon petit déjeuner et on a fait le fil maintenant pour rentrer. Là, t'as fait ta... C'est là que j'ai fait ma première demande. Comment ça s'est passé, ça? Ben, pour la demande, ça a été pas assez compliqué, pas beaucoup de questions. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend. C'est juste le nom, photo, pays, l'empreinte. C'était comme ça. Et après, on te transfère dans un centre. Pour moi, d'abord, c'était le Dublin. Puisque je suis parti en France, Italie, Allemagne. Donc, ils vont faire l'appel à tous ces pays pour voir la réponse. Italie a dit non, Allemagne a dit non, France a dit non. Alors, mon Dublin était annulé. Donc, c'est comme je viens de demander mon premier empreinte en Belgique. Et c'était comme ça. Et après ça, maintenant, il y a l'interview que je ne m'attendais pas du tout, je ne sais rien du tout, et voilà. Pour moi, ça a été très difficile de répondre à toutes ces questions parce que moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai mon problème et je ne suis pas quelqu'un qui est assez ouvert pour expliquer son problème publiquement. Même si je sais l'expliquer, il y a certaines façons de l'expliquer aussi. Donc, moi et mon avocat aussi m'a pas parlé comment ça se passe, quel genre de questions on te pose. Bon, quand on m'a demandé, tu veux faire interview à ta langue ou en français? Je pensais que mon français allait être suffisant pour parler, alors j'ai dit français. Donc, et lui qui m'interviewait, il y a certaines questions qu'il me pose, je ne comprends même pas le français. C'est même pas ça veut dire, je dois répondre quoi exactement. Ben, parfois je dis, je réponds par non ou je ne sais pas. Parfois c'est comme ça. Et l'avocat qui m'accompagne lui aussi
ne dit rien du tout, et il est juste assis. Et pendant des heures, les gars me font qu'ils m'interviewaient. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ça veut dire quoi exactement. Il y avait un moment où je me suis énervé. S'il parle, j'ai dit non. S'il parle, j'ai dit non. Sur ça, j'ai dit oui. En fait, c'est assez, je vais juste dire oui, oui ou non, non, pour sortir, quoi. Parce que là, il commence à m'énerver. Parce qu'il me pose de certaines choses où je ne comprends rien du tout. Et au début, je l'ai dit, pour moi, je ne parle pas bien français. Pour que je puisse comprendre ces questions, il faut que tu me parles un peu français qui est un peu léger, comme ça je puisse comprendre. Mais je ne sais pas, ce mot l'a vraiment aidé. Voilà, il dit voilà, ah ouais, comme il ne parle pas bien français, je sais comment le faire. Je sais qu'il peut me poser les mêmes questions d'une façon à l'autre, que je dois répondre de la même manière, mais il change des mots, des synonymes des mots. Donc. Alors moi j'ai répondu comme ça, et négatif est arrivé. Mon avocat m'a appelé pour me dire que c'est négatif, et je lui demande qu'est-ce qu'on va faire. Il dit on va lancer le recours. On a lancé le recours et on a contesté. On m'a convoqué, je suis parti. Le juge m'a posé des questions. Et après, c'est mon avocat qui a parlé la suite et c'était fini. Après ça, encore, négatif encore. Des négatifs maintenant, c'est au centre. Le centre m'a dit voilà, ton asile est fini, il faut que tu quittes au centre. Je lui demande où je vais aller. Il m'a dit ben, c'est comme ça ici. Quand ton asile finit, il faut que tu quittes. Il m'a retiré une lettre pour me dire que c'est l'office qui a donné une lettre de ordre de quitter le territoire. Je demande où je vais aller exactement, je ne sais pas, c'est ça le problème. Je n'ai pas de famille ici, ni amis, rien du tout. La dame m'a dit qu'elle ne sait pas. Bon, j'ai pris mon sac, je suis arrivé à Bruxelles ici. Lui que je le croise dans la rue, je lui demande est-ce qu'il y a un moyen de dormir, il y a un endroit où quelqu'un peut dormir, tu vois. Je me renseigne comme ça. Ici, tombé sur quelqu'un qui m'a dit ah oui, il y a un endroit qu'on appelle Sami Social. Tu appelles et tu pars là-bas dormir. Je lui demande comment il faut faire. Il m'a indiqué l'endroit à Gare du Nord, à Gare de Midi. Alors, j'ai marché jusqu'à là-bas. Je suis arrivé vers 19h et le gars m'a dit c'est pas encore l'heure pour rentrer, il faut aussi appeler pour réserver. Alors j'ai pris le numéro avec lui et j'ai arrêté même devant lui et j'appelle encore, donner mon nom, date de naissance et ils m'ont confirmé. Et c'est à 20h que tu peux rentrer. Alors, comme moi j'ai pas d'endroit à aller, je suis resté là-bas devant la porte. À 20h, je suis rentré. Et là-bas aussi, c'était pas quelque chose où on peut s'attendre à... Là-bas aussi, c'est pas quelque chose où il y a des gens qui sont très malades. On est mélangé. Tu attends lui qui tousse d'une façon ou c'est pas l'appel, il y a des voleurs, il y a tout. Mais moi, j'ai pas le choix. Moi, j'ai dormi là-bas pendant 1 mois. Tous les jours, j'appelle, je pars dormir. Le lendemain, je sors, je pars me promener en ville, chercher faire des amis. C'est comme ça que j'ai fait. Et je suis tombé sur un ami qui s'appelle un Sénégalais, qu'on s'est croisé. Voilà, il était quelqu'un de très ouvert. C'est lui qui m'a montré Bruxelles. On marche ensemble, on monte ici, c'est là, ici, c'est là, ici, c'est là, tu vois. Et c'est comme ça qu'il m'a montré que j'ai pu connaître un peu Bruxelles. Et il m'amène souvent à Isère où tu vois, il y a beaucoup de gens qui se regroupent là-bas. Et c'est comme ça que je me suis fait des amis. Et un jour,
j'ai parlé de ma situation en disant les gens, voilà, je dors à SAMU social, est-ce qu'il y a un autre endroit où, tu vois. Et il y a un ami, quelqu'un qui m'a parlé aussi maintenant des VSP. La voie des sans-papiers. La VSP, la voie des sans-papiers. Il m'a dit qu'il a un ami qui est là-bas. Alors, il m'a expliqué voilà, comment ça se passe là-bas et quel est leur objectif. Il dit, ah ouais, c'est cool ça. Les gens qui se réunissent, les gens qui leur dossier a été rejeté, qui se réunissent pour réclamer leurs droits. J'ai dit, ah ouais, ça c'est cool, ça m'intéresse ça. Il m'a dit, ok, je vais prendre contact avec eux et voilà, un jour on va aller, je vais te les présenter, on va voir s'il y a une place pour toi. Et donc, pour voir plus clairement, la Voix des sans-papiers, c'est un collectif de sans-papiers qui sont... Ouais, la Voix des sans-papiers, c'est un collectif qui a été créé depuis 2014 et qui lutte pour leurs droits. Et c'est des personnes sans papiers, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois, c'est difficile de voir tout le monde, mais quand je suis arrivé la première fois, on m'a accueilli, on m'a donné une place. Alors, je commence à me renseigner comment ils font ici, comment ils sont organisés et comment ils arrivent à gérer tous ces stress, tu vois, tout ce monde en même temps. Déjà, quand ils sortent dans la rue, tu as peur. Et comment ils arrivent à surmonter à tout ça. Et là, on m'explique, voilà ce que nous on fait. Ici, on est là pour manifester. Quand on sort dans la rue, on va aller manifester. On revient à la maison et c'est comme ça on fait. Et quand on est dans une commune, on essaie de collaborer avec la commune parce qu'on n'est pas là pour créer des problèmes, on est là pour lutter pour nos droits. Je dis, ok, super. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement. S'il y a une manif, on m'informe qu'il y a une manifestation ici aujourd'hui et on peut manifester. À la fin des manifs, on rentre à la maison. Et à la maison, il y a une cuisinière spéciale qui prépare pour tout le monde. Et quand on arrive à la maison, à partir de 18h, le repas est prêt. On fait appel à toute personne, on tape les portes, il est l'heure de manger et on descend, on passe se regrouper, on mange ensemble. C'est une espèce de nouvelle famille, une sorte de nouvelle famille. Moi, quand j'ai fait ça une fois, c'est là que j'ai vu tout le monde et je me suis dit, ah ouais, mais c'est comme une famille ici. Tu vois, l'heure de repas, tout le monde est là, on mange, on rigole. Et quand on finit de manger, tu vois, on s'assoit un petit peu pour discuter. Et parfois, on fait des réunions pour voir comment la situation évolue, tout ça. J'ai dit, ah ouais, c'est super organisé ici. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les mouvements. Et je me dis, ah ouais, je vais aller jusqu'au fond là. Donc, j'ai commencé à collaborer avec les gens, tu vois, faire beaucoup d'amis dans la réunion, même aller dans l'ensemble des gens comme ça, essayer de discuter avec eux, quoi, tu vois, créer les liens d'amitié, tout ça. Et je peux dire... Et toi, tu te sens mieux alors à VSP qu'au SAMU social, par exemple? Quand je suis arrivé pour la première fois, une semaine, je suis allé prendre mon sac à SAMU social et j'ai dit, ouais, ici, je sens que je suis avec ma famille ici. Alors, je ne peux plus aller à SAMU social. Alors, j'ai pris mon sac, je suis venu déposer à VSP. Et c'est pas facile aussi à VSP, il faut avoir le courage de penser que voilà, on a un objectif dans notre tête. Donc, il faut qu'on soit bien organisé, bien préparé pour aller. On a fait plein de déménagements, pas possible, mais... Parce que du coup, vous vous occupez des bâtiments inoccupés? C'est comme ça que vous... Du coup, on occupe de l'espace vide, des bâtiments non occupés, donc on squatte ces bâtiments. Puisque nous, on dit pourquoi il y a des bâtiments vides que nous, on peut loger dedans et le gouvernement refuse qu'on puisse squasser ces bâtiments, qu'on part dans la rue avec la famille, des enfants, des femmes, pour aller dormir dehors. Alors qu'il y a plein de bâtiments vides. Et les bâtiments, quand on est dedans, on ne fait rien
dans les bâtiments, on essaye de s'organiser, de prendre soin des bâtiments comme tout bien portant, quoi, tu vois. Alors, c'est comme ça, nous, on fait. On croise des bâtiments, on essaye de, si c'est un bâtiment privé, de collaborer avec le propriétaire, de l'expliquer notre situation, qui sommes-nous. Et ça, on a aussi des soutiens qui nous soutiennent par rapport à ça. Mais en fait, une fois qu'on dit le nom déjà, le propriétaire, il refuse catégoriquement. Quand on dit c'est des sans-papiers, alors il n'y a plus d'autres mots à dire, il faut les faire sortir. C'est tout ce qui est dans leur tête. Comment vous arrivez à négocier alors? Alors pour négocier, on négocie plusieurs fois, dans plusieurs manières différentes, mais je peux dire que ça ne marche pas du tout parce qu'on tombe juste sur les bâtiments privés, pas bâtiments publics qui appartiennent à la commune, tu vois. Donc si c'est un propriétaire qui a une tête très dure, déjà on essaie de négocier en lui disant que voilà, on peut prendre les charges du bâtiment. Tout ce que tu as à faire, c'est tu ne fais rien, tu ne paies rien. Tu nous donnes un délai en disant voilà, à partir de tel mois, j'aimerais avoir mon bâtiment pour faire tant. Nous, on te dit ok, il n'y a pas de problème. À partir de tel moment, nous, on va libérer le bâtiment. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais le propriétaire, il ne veut pas attendre. Quand on rentre aujourd'hui, il veut demain qu'on ressort. Et ça, c'est impossible. Parce que pourquoi c'est impossible? Dans la loi belge, une fois fait 48 heures dans un bâtiment, c'est impossible de nous expulser. Alors pour nous, ce qui est important, c'est de faire 48 heures dans ce bâtiment. Et on sait que même si le propriétaire ne veut pas qu'on reste ici, pour nous faire sortir, il faut qu'on parte à la justice. Alors ça va nous permettre d'avoir gagné un peu de temps, de s'organiser pour aller dans un autre endroit. Puisque déménager aujourd'hui, arriver aujourd'hui, il y a tellement de stress, fatigué. Et si on dit un mois encore déménager, c'est trop stressant, quoi. Donc, alors, on essaie de jouer avec ça. Et du coup, dans ce bâtiment ici, par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes? Ici, maintenant, ça fait un an, 3 mois comme ça, qu'on est ici maintenant. Ici, c'est un bâtiment fédéral. Donc, ça nous aide aussi quand c'est fédéral. Et la commune aussi, on a une bonne collaboration avec la commune. Et une fois qu'on n'est pas trop proche des voisins aussi, il n'y a aucun voisine qui part se plaindre à la commune pour dire voilà, ils me dérangent ou ils font ça. Donc, avant même que nous on venait ici, il y avait des vols partout ici, dans les quartiers ici. Il y a des gens qui cassent les vitres de voitures pour voir s'il y a quelque chose dans le... Mais depuis qu'on est là, tout ça est parti parce qu'il y a des gens qui vivent juste à côté ici. Parce que tout l'espace ici, derrière, là, c'est vide. Donc si tu mets ta voiture ici, la nuit, quelqu'un qui passe, il regarde, il n'y a personne, il casse les vitres, il regarde si tu n'as pas oublié ton téléphone ou quelque chose. Mais du moment que nous on est là, tout est parti. Et dans les projets que vous faites ici à la Voix des Sans-Papiers, il y a notamment ça, non, le journal des Sans-Papiers? Oui, GSP, le journal des Sans-Papiers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? GSP était une source, comment on appelle, un journal où nous, on peut exprimer notre vécu, ce qui se passe chez nous, qu'on ne peut pas le voir sur l'Internet ou dans le journal. Donc, on a eu l'idée de créer ces JSP, essayer de parler ce que nous, on a vécu et ce qui se passe en dehors des caméras, en dehors de ce que les gens voient sur l'Internet. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de créer ce journal. Et on peut se le trouver où? Enfin, se le procurer où? Ce journal s'appelle JSP. Exactement, on peut le trouver sur l'Internet ou Okay. tu tapes sur l'Internet JSP, tu vas le trouver. Et on a plusieurs numéros qui sont sortis
qui parle des sans-papiers, la vécu d'un sans-papier, qui parle aussi ce qui se passe en Afrique, dans notre pays, les gouvernements. C'est un journal complet, quoi. Par exemple, ici, ça parle ici, par exemple, ce qui se passe en Mauritanie, les Noirs qui sont maltraités par les Arabes qui sont là-bas, tu vois. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas les voir sur l'Internet ou on les voit à la télé, mais c'est la réalité qui se passe. Donc, nous, on veut démontrer ça, que voilà, ça existe exactement dans plein pays, comme la Guinée, que les femmes se font violer par des militaires, qui sont violées par des policiers, comme par Congo, par exemple, aussi. Il y a plein de choses où, quand une femme dit « la police m'a violée », et ça fait 3 ans qu'elle était violée avant d'arriver ici. Est-ce que c'est facile de trouver une preuve qui montre qu'elle était violée? C'est difficile de trouver ça, de montrer une preuve. Et quand elle arrive ici, quand elle dit qu'elle était violée par un policier, on lui demande les preuves. C'est quel policier? Comment il s'appelle la police? Quelqu'un qui est violé, comment elle peut être violée pour après s'élever pour demander le nom de la police? C'est impossible. Donc, il y a tout ça aussi dans le journal qu'on essaie d'expliquer, sensibiliser aussi la population belge de ce que nous on a vécu chez nous avant d'arriver ici. Okay. Et l'autre projet aussi que vous avez lancé récemment, Y en a marre? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Il s'appelle Y en a marre. Pourquoi on a créé ce projet? Parce que en 2009, il y a eu la régularisation des sans-papiers en Belgique. Alors les sans-papiers se sont mis dans leur tête, chaque 10 ans, il y aura la régularisation. Donc en 2019, on dit forcément il y aura une régularisation pour les sans-papiers. Alors tous les sans-papiers se sont mis ça dans leur tête. Et en 2019, il n'y a pas de régularisation, le gouvernement ne parle rien du tout. On a manifesté, on a fait tout, mais en 2019, il n'y a pas de régularisation. 2020, non. 2021, on est. Donc, nous, on s'est dit, comme il n'y a pas de régularisation, et le gouvernement lui-même dit, il n'y aura pas la régularisation massive, mais cas par cas. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire cas par cas? Il n'y a pas de critères clairs non plus. Dans la loi? Dans la loi qui dit, voilà, si tu as fait à partir de 5 ans, tu dois être régularisé. À partir de 10 ans, il n'y a pas un critère. C'est circonstances exceptionnelles. Ouais. Donc, pour nous, on a bien réfléchi de comment on va s'organiser pour faire un dossier qui ne sera pas un dossier à déposer et rejeter. Un dossier qui sera bien préparé et bien solide. Et nous, on ne peut pas arriver tout seul. Et si on essayait de chercher des bénévolats qui vont nous aider à préparer notre dossier, parce qu'il y a plein de sans-papiers qui ne peuvent pas lire un mail, qui ne peuvent pas écrire un message, qui en ont besoin que quelqu'un lise leur mail et les expliquer ce que ça veut dire. Et par exemple aussi aller au CPS ou aller quelque part pour certains documents, c'est très difficile. La personne peut aller, il fait va et vient parce qu'il ne sait pas lire, il ne comprend pas. On lui donne un papier, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il revient à la maison pour demander à quelqu'un ça veut dire quoi ça. Et lui va l'expliquer, il va se retourner encore au CPS. Mais si par exemple quelqu'un qui l'accompagnait, c'était ça l'idée de YAM, chercher des accompagnants qui vont accompagner les sans-papiers dans leurs dossiers administratifs. Alors là, on a lancé ce projet, on a fait appel à des belles bénévolats et qui ont bien répondu à notre appel. On les a parlé de notre proposition et ils ont trouvé ça très intéressant aussi, en nous encourageant que c'est une bonne idée. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé de faire un petit exemple pour voir comment ça va se dérouler. Et là, je peux dire, ce projet-là,
ça aide beaucoup de sans-papiers. Parce qu'une fois qu'un sans-papier, il est accompagné, déjà, il se sent à l'aise, il n'est pas tout seul. Alors, du moment qu'il y a de confiance entre ces deux personnes-là, leur collaboration, ça va très vite et ça marche bien aussi dans les dossiers qu'ils sont en train de préparer. Si la personne veut faire 9 bis ou redemander l'asile ou la 9 terres. Et pour expliquer un peu aux gens, le 9 bis, le 9 terres, c'est quoi les différences entre les différents? Les 9 terres, ça, il faut avoir une maladie ou quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas aller se soigner chez lui et que la Belgique accepte de le soigner ici. Bon, quand on dit 9 terres, ça ressemble à quelqu'un qui est près de la mort, quoi, selon nous, les sans-papiers. Quelqu'un qui est près de la mort, que la Belgique accepte de lui donner un papier de 9 terres. Donc quelqu'un qui est malade, ou le docteur qui a rempli un bon rapport pour la personne. Et là, quand il dépose son dossier avec ça, là, la santé est passée, on va lui donner un papier de 1 an pour qu'elle puisse aller se soigner, assez avoir des médicaments, suivi ce que le docteur lui dit. Et le 9 bis, ça c'est comme nous on l'appelle la régularisation. Déjà, trouver ce qui ton attachement en Belgique, depuis combien de temps tu es en Belgique et qu'est-ce que tu fais en Belgique. Par exemple, quelqu'un qui a fait 10 ans en Belgique, il a fait des bénévolats, il a des amis. En fait, la Belgique est devenue comme C'est son pays. Comme son pays. Donc, il a tout son attachement ici. Avec ses amis, il se sent en famille. Il a ses petits, sa copine ou sa femme ou un truc comme ça. Donc, ces personnes-là, quand il lui dit de se retourner chez lui, c'est comme il va aller encore faire revivre comme il vient d'arriver une nouvelle personne. Mais ici, déjà, il a sa famille juste complète ici. C'est ça. Du coup, ça, c'est le 9 bis, il faut prouver. Voilà. Il faut prouver ton attachement ici, ton travail, tes amis, ce que tu fais comme une vie normale. C'est comme un Belge qui naît ici, qui grandit, qui a son papa, sa maman juste à côté et ses amis aux alentours. Mais il n'y a pas de critères clairs. Est-ce qu'on définit un temps? Est-ce qu'on définit un travail? Il n'y a pas de critères clairs. C'est pour cela que nous, on a eu l'idée de faire ce projet Yanama pour pouvoir mieux visionner les dossiers et les préparer comme on veut et les déposer un dossier qu'on est sûr que vraiment ce dossier est bien préparé. La personne qui va lire ce dossier, même s'il va rejeter le dossier, quand même, on a tout fait dedans. Donc, avec un bon avocat, il y a quelque chose à dire quand même, quoi. Mais si c'était le sans-papier, lui-même tout seul, ce que les sans-papiers ont l'habitude de faire comme 9 bis, c'est faire chercher quelqu'un qui ne le connaît même pas. Juste, voilà, il a vu 2 fois, il lui demandé de me faire un témoignage. Et la personne l'écrit, voilà, je connais telle personne, il est gentil, il est bien, il est sage, tu vois. Déjà, il ne connaît pas la personne déjà. Il n'y a pas de détails. C'est juste, voilà, il vient faire un témoignage, il fait une photocopie de son carte d'identité, il lui donne comme témoignage. 2 témoignages et des activités qu'il a fait en Belgique et des années qu'il a fait en Belgique. Peut-être même cours de français qu'il a fait quelque temps. Et c'est tout. Et est-ce qu'il faut payer pour cette procédure? Il faut le payer. Avant, c'était à 350 et ça ne fait qu'augmenter. Maintenant, c'est 363 € pour la régularisation. Mais vous avez, du coup, est-ce qu'il y a, pour déposer enfin, pendant que tu fais la régularisation, est-ce que tu as un droit de travailler? Tu n'as pas le droit de travailler. Alors comment tu fais pour payer? Je me pose cette question moi-même. Si le gouvernement, il sait que nous, on est des sans-papiers, on n'a pas le droit de travailler, et il nous demande de payer 363 € pour la régularisation. Mais où veut qu'on trouve cet argent, nous?
et Tinido, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais pour déposer ce dossier, il faut payer 363 €. Mais on va sortir cet argent où? Surtout que les dossiers, quand ils sont refusés, après, il faut repayer encore. Ouais, une fois le dossier est refusé, si tu veux le déposer encore, il faut payer encore. Je me dis, c'est une source de commerce, quoi. Ça rapporte. On arrive à peu près à la fin des questions. Je sais pas si toi, tu as une dernière chose que tu voulais rajouter. Ce que j'aimerais bien ajouter, il faudra que, en fait, il ne s'agit pas de changer les personnes, mais de changer la loi. La loi de la façon où on interviewe les gens en Belgique, ou la façon, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays aussi, quand tu veux demander la régularisation, il faut payer cette somme-là, mais je trouve que c'est assez exagéré et ça ne fait qu'augmenter. C'est comme on sent que vraiment à ce niveau-là, il y a plus d'argent qui rentre et si on augmente, ça augmente aussi, la budget ça augmente. Parce que nous, on dit qu'il y a plus de 150 000 personnes sans papier en Belgique ici. Si c'est tous ces gens-là qui veulent introduire la régularisation, comme le gouvernement dit qu'il n'y a pas de régularisation massive, ça sera cas par cas. Alors les gens vont dire, comme c'est cas par cas, si je dépose mon dossier, peut-être ça va passer. Alors tout le monde va se presser pour mettre leur dossier pour voir comment ça va passer. Imagine-toi combien de sans-papiers qui vont déposer la régularisation. Et ça va faire combien d'argent? Surtout si, comme tu dis, les critères sont pas clairs. Et les critères sont pas clairs, tu déposes, ou la Belgique, tu déposes, il ne te répond pas au moins 3 mois ou 6 mois. Il attend au moins 4 ans ou 3 ans ou 2 ans pour te répondre négatif. Pendant tout ce temps-là, toi tu dis que tu es en procédure. Et quand tu es en procédure, tu ne peux même pas faire quelque chose avec ces procédures que tu as déposées comme la régularisation. Ça ne te permet pas de faire formation, ça ne te permet rien du tout. Tu restes toujours comme ça. Et dans 3 ans, on te dit négatif. Donc tu as fait 3 ans pour ne rien du tout. Et là, tu te dis, ok, je vais encore les déposer. Tu cherches quelques éléments, encore tu ajoutes et tu déposes. On te laisse encore 3 ans pour te dire négatif. Ça fait combien d'années déjà? 6 ans. Est-ce que tu te sens en prison alors? C'est plus qu'en prison, ça. De un, tu ne peux pas travailler, tu ne fais que prendre de l'âge de temps en temps. Ce que tu pouvais faire à cet âge-là, parce que tu as plein d'énergie, tu as 25 ans, tu as plein d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses à ce niveau-là. On te laisse jusqu'à 40 ans pour te donner un papier. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Quel patron qui va accepter de t'embaucher à cet âge-là? Rien du tout. Tu es emprisonné. Je peux dire ce que nous, on est en train de vivre ici, c'est comme on est en prison. On vaut mieux que ceux qui sont enfermés dans une case, qui ne peuvent pas sortir, prendre de l'air. C'est juste ça la différence. Nous, on sort, on se promène, mais on ne peut rien faire dehors. Du coup, à aucun moment vous vous sentez entendu par le gouvernement? On fait des manifestations à la télé, tu vas, ça sort à la télé. Et rien du tout, il n'y a pas de mots, c'est toujours les mêmes mots qui sortent, il n'y a pas la régularisation massive. Il n'y aura pas la régularisation massive, il n'y aura pas la régularisation massive, c'est toujours la même chose qui sort dans la bouche du gouvernement, il n'y a pas de changement. Les gens ont fait grève de faim, on les a promis, tu vas prendre les cas en charge, tout, juste pour les calmer. Et aujourd'hui, on ne parle plus de grève de faim parce que la situation est close. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, ce gouvernement, je ne sais pas quel message nous on peut les lancer pour qu'ils puissent nous comprendre parce qu'on fait des manifestations de là, de temps. Les gens ont fait des manifestations avant que moi-même j'arrive en Belgique. Ici, arrivé en Belgique, et des manifestations que moi-même j'ai fait. Je peux dire maintenant que je n'ai assez de faire des manifestations. Je pars dans la rue, je crie, on marche.
On revient à la maison, on regarde s'asseoir à la télé, on est content. Et ça s'arrête là. Du coup, est-ce que tu as quand même de l'espoir pour les mois, les années à venir ici pour ta situation? Quand je suis arrivé nouveau, j'avais l'espoir, mais maintenant, je n'ai plus l'espoir. Parce que moi, assis à la maison, sans rien faire, pour moi, c'est comme tu vis la même journée tous les jours. Parce que quand je me lève le matin, je fais ce que j'ai fait hier, j'ai fait la même chose. Et demain, j'ai fait la même chose. Tous les jours, pour moi, c'est comme j'ai vu une journée qui ne se termine jamais. Aujourd'hui, ça termine, ça continue. Je fais la même chose. Parfois, tu es un peu perdu, tu vois. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu es en train de faire ou tu es où exactement, tu es un peu perdu. Ça ne change pas du tout. Quand tu attends manifestation, tu dis ouais, aujourd'hui on va crier bien, à crier plus fort, comme hier, plus qu'avant-hier. Tu cries, tu arrives à la maison. Tu pensais que voilà, ça allait changer la situation, mais non. C'est toujours bloqué, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? En tout cas pour les personnes, est-ce que par exemple pour le projet YAM, il y a encore besoin de soutien? Est-ce que des personnes qui seraient intéressées peuvent vous contacter pour ça? Oui, même le 10 de ce mois, on a une formation avec de nouvelles personnes parce qu'on a fait un nouveau charte. On a encore lancé un nouveau message, un nouvel appel à les bénévolats, les soutiens qui aimeraient bien accompagner des gens. Et on a limité le nombre par rapport à le Covid. Donc on a pris pas plus que 20 personnes. Mais il y a plein de gens encore qui aimeraient bien participer. Mais pour l'instant, on prend avec les 20 et faire ces formations et les montrer exactement comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et à plus de ça, maintenant, on peut encore faire appel à de nouvelles personnes qui sont déjà là. Mais pour l'instant, il y a des mails qui circulent, c'est sur l'Internet, l'invitation. Et beaucoup de gens ont déjà les mails qui ont déjà confirmé pour la prochaine formation des YAM. Donc, ce projet-là, ça nous tient vraiment au cœur et on aimerait bien que ce projet s'élargisse dans toute Belgique pour que tous les sans-papiers puissent bénéficier de ça. Parce qu'on sent déjà, les gens qui sont déjà accompagnés chez nous ici, ils sont très contents et selon eux, ils se demandaient tout simplement pourquoi maintenant on se rappelle de ça. Pourquoi depuis des années on n'a pas y pensé à ça. Parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment des choses à faire avec ça. Et tout ce qu'ils faisaient, comme ils étaient seuls, tout ce qu'ils faisaient, c'était très difficile pour eux. Mais là, c'est calme. Tu vois, ils parlent à CPS pour un cadre médical. C'est assez vite, rapide. Et avant, quand ils parlent là-bas, il y a une tas d'introduits qu'ils devaient faire pour avoir ces cadres médicaux. Et là, quand il passe avec son accompagnant, c'est tac, tac, simple, comme un Belge qui vient pour un cadre médical. Alors les gens trouvent ça très chouette, ça les aide à accélérer les choses. Ils sont accès à les dossiers qu'ils ont besoin. Par exemple, il y a certaines ambassades ici, quand tu pars dans ton propre ambassade pour un document, voilà, ça joue à gauche, ça joue à droite, ça joue. Mais quand tu es accompagné par un citoyen belge, déjà arrivé avec une Belge, déjà sur ton dos, ah ouais, on te sent déjà respecté. Alors, ton dossier, c'est assez rapide. Tu vois, tout, ça facilite. Le regard de la personne change parce qu'il y a un Belge. Ouais. Mais si tu es tout seul, voilà, tu regardes d'une façon, voilà. Tu vois, on ne te considère pas. C'est comme toi, tu n'es pas prêt. Pour toi, ce n'est pas précis, on met ça à côté. Mais déjà, si tu es avec quelqu'un qui t'accompagne, regarde un Belge, ça change déjà la situation. Même si elle ne parle pas, elle est juste là. On est ensemble, tu vois, en disant qu'on est venu ensemble, déjà, ça change tout quoi. En tout cas, merci Lidou d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'avoir eu le courage de partager ton histoire. Avec plaisir.